Ma fille s'est effondrée pendant nos vacances, et ma famille s'est moquée d'elle. J'ai alors pris une décision radicale. Pendant nos vacances en famille, ma fille de 14 ans s'est effondrée, et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Mes parents, et ma sœur, ont publié ce message, enfin la paix, sans cette pathétique reine du drame. Je n'ai pas crié, j'ai agi. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont trouvé ceci sur la table de la cuisine, et ils se sont mis à hurler. On dirait le scénario d'un mauvais feuilleton, n'est-ce pas? Malheureusement, ce n'était qu'un mardi comme les autres, dans ma famille. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ça fait, de partir en vacances avec des gens qui traitent la cruauté comme un sport d'équipe, alors, accrochez-vous. Nous faisons ces voyages en famille chaque année. Une tradition, disent mes parents. Personnellement, j'appelle ça du masochisme, mais ma fille était impatiente pour celui-ci. C'était un endroit où elle suppliait d'aller depuis une éternité. Elle comptait pratiquement les jours, et même si je redoutais ce cirque, j'ai cédé. C'est ça, être une mère célibataire, parfois, on se jette dans la fosse au lion, juste pour donner à son enfant un souvenir heureux. Ma fille, mes parents, ma sœur, son mari, et leurs 2 enfants. Ça a l'air sain, en apparence. Mais le côté sain s'arrête à la brochure. Derrière les sourires, c'est chacun pour soi, avec mes parents qui agissent comme des arbitres ayant déjà choisi leur équipe préférée. Spoiler, ce n'est jamais la mienne. Premier jour, au petit déjeuner, ma fille dit qu'elle a mal au ventre. Rien de dramatique, juste un petit « Maman, mon ventre ne va pas bien ». Avant que je ne puisse répondre, ma mère intervient. Oh, s'il te plaît, ne commence pas déjà avec tes histoires. Nous venons juste d'arriver. Ma sœur ricane, elle essaie probablement juste d'échapper à la marche. Paresseuse, comme toujours. Et les cousins, sentant le sang, s'y mettent comme un cœur grec, reine du drame. Reine du drame. C'est comme s'ils n'attendaient que ça, honnêtement. Une seule petite faiblesse, et soudain, ça devient une soirée de jeu en famille. J'ai essayé de la réconforter, mais j'avoue, une partie de moi voulait croire que ce n'était rien. C'était plus facile d'ignorer le problème, plutôt que de commencer une dispute avec mes parents avant midi, dès le premier jour. À la mi-journée, la douleur a empiré. Elle était pâle, se tenait le ventre, et marchait lentement derrière le groupe. N'en rajoute pas, a aboyé mon père, quand elle a demandé à s'asseoir 1 minute. Elle a toujours été comme ça, a marmonné ma mère, en s'assurant que je l'entende. Elle va nous faire une scène pour rien. Ma sœur a levé les yeux au ciel si fort, que j'ai cru qu'ils allaient rester coincés. Pendant ce temps, ma fille restait silencieuse. Elle déteste l'attention, ce qui est ironique, car ils pensent tous qu'elle ne vit que pour ça. Elle essayait de suivre, probablement désespérée à l'idée d'être moquée à nouveau. Ça m'a brisé le cœur, un peu. La voir essayer de minimiser sa douleur, pour que ces gens ne rient pas d'elle. C'est ce que fait cette famille, transformer la souffrance en divertissement. Au dîner, elle ne mangeait presque rien. Elle restait assise avec les larmes aux yeux, pendant que tous les autres trinquaient et riaient. Ma sœur s'est penchée vers son mari, et a chuchoté quelque chose, puis leurs 2 enfants ont ricané en regardant ma fille. J'ai demandé ce qu'il y avait de si drôle. Ils ont souri d'un air narquois. Rien. C'est ça, rien. Et puis, c'est arrivé. Elle s'est levée, peut-être pour aller aux toilettes, et elle s'est juste effondrée. Comme un pantin dont on aurait coupé les fils. Un instant, elle était debout, l'instant d'après, elle était au sol, se cramponnant le ventre et haletant de douleur. Pendant une fraction de seconde, la table est devenue silencieuse. Puis, ma mère a rompu le silence, oh, pour l'amour du ciel. Comme si l'évanouissement de mon enfant n'était qu'une énième mise en scène. J'ai craqué. J'ai attrapé ma fille, j'ai hurlé pour demander de l'aide, et nous l'avons transportée d'urgence à l'hôpital. Cette nuit-là fut un tourbillon. Mur blanc, lumière crue, médecin posant des questions, infirmière s'activant. Ma fille, recroquevillée sur le lit, à l'agonie. Moi, assise là, essayant de ne pas pleurer. Je ne savais pas ce qui se passait. Une appendicite, une intoxication alimentaire, ou quelque chose de pire. Mon cerveau imaginait des scénarios sombres. Tout ce que je savais, c'est que mon bébé souffrait, et que je ne pouvais rien y faire. J'ai envoyé un SMS à ma famille, pour leur dire que nous étions à l'hôpital.
Aucune réponse. Les heures ont rampé, examen après examen. Moi, faisant les 100 pas, lui tenant la main, lui disant que tout irait bien, même si je n'en savais rien. À un moment donné, cherchant désespérément une distraction, j'ai vérifié mon téléphone. Et c'est là que je l'ai vu. Une photo, publiée 1 heure plus tôt. Mes parents, ma sœur, et les cousins, souriant au bord de la piscine, cocktail à la main. La légende, enfin la paix, sans cette pathétique reine du drame. Je me suis figé. Ma fille était sur un lit d'hôpital, criant de douleur, et eux, ils fêtaient ça, publiaient des selfies, et se moquaient d'elle. Ils se moquaient de nous. J'ai fixé cette image, jusqu'à ce que mes mains tremblent. Je voulais hurler, jeter le téléphone à travers la pièce, retourner à cet hôtel, et les traîner tous ici, pour qu'ils voient à quoi ressemblait un vrai drame. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose en moi a lâché. Des années à être méprisé, à s'entendre dire que j'étais une déception, à les voir préférer ma sœur et me rabaisser. Et maintenant, ma fille. Tout est devenu clair. Et je savais. C'était le moment. La limite. Il l'avait franchie, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je suis restée assise là, à côté du lit d'hôpital de ma fille, pendant que les gens qui auraient dû s'en soucier le plus trinquaient sans nous. Et au lieu de crier, j'ai pris une décision. Il n'allait pas s'en sortir comme ça. Si vous voulez comprendre comment mes parents ont pu s'asseoir au bord d'une piscine et porter des toasts, alors que ma fille était sur un lit d'hôpital, il faut revenir en arrière. Je ne suis pas tombé par hasard dans une famille toxique, j'y ai été élevé, comme un sujet d'expérience en laboratoire. Dès le premier jour, il était évident de savoir qui était la préférée, ma sœur. 2 ans de plus que moi, parfaite sur le papier, parfaite à leurs yeux. L'enfant prodige qui étincelait même en éternuant. Et moi? J'étais le groupe témoin, la déception. Ils n'ont jamais dit ces mots à voix haute, tu es une déception, mais ils n'avaient pas besoin de le faire. C'était dans la façon dont la voix de ma mère se crispait, chaque fois que j'ouvrais la bouche. C'était dans la façon dont mon père soupirait, quand j'essayais quelque chose et que je n'excellais pas. C'était dans la façon dont les professeurs me comparaient à ma sœur, et dont mes parents hochaient simplement la tête, l'air de dire, oui, exactement, pourquoi ne peut-elle pas être comme elle? Imaginez grandir avec un miroir qui ne vous montre que ce que vous n'êtes pas. C'était mon enfance. Quand j'étais petite, j'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. J'ai étudié plus dur, je m'habillais plus proprement, j'ai même pratiqué mon sourire devant le miroir, car celui de ma sœur semblait tout lui apporter. Je pensais que si je pouvais juste l'imiter, j'obtiendrais peut-être une fraction de ce qu'elle recevait. Spoiler, ce ne fut pas le cas. Au contraire, plus j'essayais, plus il devenait évident que je n'étais pas elle, et dans ma famille, ne pas être elle, équivalait à l'échec. C'est drôle. Les enfants croient ce que vous leur donnez à manger. J'ai grandi en avalant de la déception à chaque repas, jusqu'à ce que je pense que cela faisait partie de mon ADN. Si mes parents m'avaient remis un diplôme D, échec certifié, je l'aurais encadré. À l'adolescence, ce sentiment d'inutilité s'était calcifié. Alors, quand je suis tombée amoureuse d'un garçon qui me traitait comme une moins que rien. Bien sûr que je l'ai fait. Il n'était pas bon pour moi, mais au moins, il me remarquait. Au moins, quand il me regardait, je n'étais pas invisible. C'était suffisant. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Je me suis retrouvée enceinte à 19 ans. Ma sœur est tombée enceinte à 21 ans, mais la différence? Elle avait une alliance, moi non. Quand je l'ai annoncé à mes parents, le visage de ma mère donnait l'impression qu'elle venait de mordre dans un citron. Mon père ne m'a même pas regardé, il a juste marmonné, c'était prévisible. Ma sœur, la reine de l'empathie, a souri d'un air narquois et a dit, eh bien, au moins maintenant, tu as un but dans la vie. Je pensais que le fait d'être enceinte me rendrait importante. Au lieu de cela, je suis devenu leur exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Le père du bébé était le miroir toxique de mes parents, manipulateur, cruel, impossible à satisfaire. Je suppose que nous gravitons vers ce que nous connaissons. Cela a duré environ 5 minutes avant d'imploser, et quand il est parti, j'étais soulagé. Terrifié, mais soulagé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti quelque chose comme de la fierté. Pas pour moi, mais pour elle.
Ma fille. Elle était minuscule, sans défense, elle avait besoin de moi, et cela signifiait que j'avais de l'importance. Même si ce n'était qu'à ses yeux. Bien sûr, mes parents ont utilisé cela aussi comme une arme. Mère célibataire. Quelle honte. Elle n'arrivera à rien. Ma sœur me regardait comme si j'étais un rappel vivant de tout ce qu'il ne fallait pas être. Mais voici le plus beau, la maison où nous vivions. Ce n'était pas la leur. C'était celle de ma grand-mère. Ma grand-mère était la seule personne dans cette famille qui m'ait jamais regardé pour voir. Moi. Pas la copie ratée de ma sœur. Pas la déception. Juste moi. Elle était âgée à l'époque, fragile, mais vive d'esprit. Je l'aidais à la maison, je m'occupais d'elle, et elle aimait mon bébé avec une ferveur que je n'avais jamais vue auparavant. La façon dont elle la berçait, lui chuchotait des mots doux, lui souriait comme si elle était le soleil lui-même. Je les regardais ensemble et je ressentais cette douleur dans ma poitrine, en me disant « Ah, alors c'est à ça que l'amour est censé ressembler. » Puis, ma grand-mère est morte. Et tout a basculé. Tout le monde supposait que la maison reviendrait à ma mère. Après tout, c'était elle la fille. Mon père parlait de notre foyer comme si l'acte de propriété portait déjà leur nom. Ma sœur commençait déjà à redécorer dans sa tête, avant même que le testament ne soit lu. Mais ma grand-mère n'était pas stupide. Elle les voyait, elle les connaissait, et peut-être savait-elle que si elle laissait la maison à sa fille, je n'échapperais jamais à ce cycle infernal. Alors, elle a fait quelque chose que mes parents ne lui ont jamais pardonné, elle a légué la maison à mon bébé, pas à moi. Mon bébé. En fiducie, avec moi comme tutrice jusqu'à sa majorité. Quand je l'ai appris, j'ai cru que c'était une erreur. Qui laisse une propriété à un tout petit? Mais ensuite, je me suis souvenu de la façon dont ma grand-mère regardait ma fille. Comme si elle valait la peine d'être protégée. Comme si elle méritait mieux que ce cirque dans lequel nous vivions. Et soudain, tout a pris son sens. Mes parents? Ils ont perdu la tête. Ma mère a hurlé à la trahison. Mon père a dit que ma grand-mère avait perdu la tête à la fin. Ma sœur a murmuré des choses sur la culture et la tradition, expliquant comment la maison devrait naturellement revenir à la fille adulte, et non à un enfant. Ils tempêtaient comme des victimes, alors que j'étais assise là, avec un bambin sur les genoux, et un morceau de papier dans les mains qui disait que, légalement, cette maison n'était pas la leur. C'était la sienne. Celle de ma fille. Mais voici le problème. Quand vous avez passé toute votre vie à vous entendre dire que vous ne valez rien, vous ne vous réveillez pas le lendemain matin soudainement investi d'un grand pouvoir. Je ne les ai pas mis dehors. Je ne leur ai pas jeté l'acte de propriété au visage. J'ai fait ce que j'avais toujours fait, j'ai profil bas. Je me suis dit que ce n'était qu'une formalité, que c'était toujours leur maison, et qu'il ne fallait pas faire de vagues. Nous sommes donc restés. Mes parents ont continué à traiter la maison comme la leur. Ils ont rempli les pièces de leurs règles, de leur voix, et de leur jugement. J'ai élevé ma fille dans la même maison où j'avais été élevé comme une déception, en espérant que, peut-être, les choses seraient différentes cette fois-ci. Elles ne l'ont pas été. Chaque fois que ma mère me réprimandait, chaque fois que mon père soupirait, chaque fois que ma sœur venait avec sa vie parfaite et ses enfants parfaits, c'était le même refrain, échec. 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 Seulement maintenant, j'avais quelqu'un qui me regardait absorber tout cela. Ma fille. C'était la partie qui m'empêchait de dormir la nuit. Pas la cruauté de mes parents, j'y étais habitué. Mais l'idée qu'elle puisse grandir en pensant que ce traitement était normal. Qu'elle croit, comme je l'avais cru autrefois, qu'elle était un fardeau. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai craqué quand j'ai vu ce selfie à la piscine, quand je les ai vus se moquer d'elle alors qu'elle était à l'hôpital. C'est pour ça. Parce que ce n'était pas juste une légende. C'était toute une vie de cruauté, désormais dirigée vers la seule personne qui m'ait jamais fait sentir que j'existais. Quand le médecin est enfin entré, j'ai cru que ma poitrine allait s'effondrer. Appendicite, a-t-il dit, d'un ton aussi plat qu'un marteau sur de l'acier, comme s'il me donnait l'heure. Bonne nouvelle, elle n'avait pas encore rompu. Mauvaise nouvelle, il devait opérer immédiatement. Et le pire dans tout ça? J'étais seul dans cette pièce. Seul avec ma peur. Seul avec le silence de ceux qui auraient dû être là. Je voulais leur envoyer un SMS.
Juste une ligne, elle doit être opérée. Elle aurait pu mourir. Mais je me suis arrêté. Parce que je savais déjà comment cela se passerait. Au mieux, ma sœur enverrait un émoji d'agacement. Au pire, il rirait encore de la « reine du drame ». Alors, je n'ai pas appelé. Et eux non plus. Pas une seule fois. Ma fille était en préparation pour la chirurgie, et ils étaient encore en train de s'éclabousser dans cette maudite piscine. L'opération s'est bien déroulée. Le chirurgien m'a dit qu'elle se rétablirait sans problème, et j'ai failli m'effondrer de soulagement. Je suis resté assise près de son lit après coup, à la regarder respirer sous la fine couverture de l'hôpital, en pensant, voilà ce que signifie vraiment être là pour quelqu'un. Et dans le même souffle, j'ai pensé, mes parents ne l'ont jamais fait. Pas pour moi. Pas pour elle. Ils avaient porté des toasts avec des cocktails pendant que je paniquais sur cette chaise. C'est là que j'ai compris. J'avais un levier. Un vrai levier juridique. La fiducie. La maison. La seule carte que ma grand-mère m'avait remise à sa mort, et que j'avais été trop effrayé, trop conditionné, pour oser jouer. Plus maintenant. Pendant que ma fille dormait, j'ai appelé un avocat. Ma voix était calme. Trop calme, peut-être. Il a pris les détails, et au moment où nous avons quitté l'hôpital quelques jours plus tard, les papiers étaient prêts. Un avis formel. 30 jours. Je ne l'ai pas caché au fond d'un tiroir. Je ne l'ai pas envoyé par la poste comme une simple facture. Non. Je l'ai posé juste là, sur la table de la cuisine, bien au centre. Je l'ai laissé là comme un fil électrique sous tension. Et puis, j'ai attendu. Les vacances ont duré une semaine de plus. Chaque jour, il publiait davantage. Plage, dîner, sourires coordonnés. Moments en famille. Chaque légende semblait me viser. La visait, elle. Je suis restée silencieuse. Pour une fois, le silence m'appartenait. Et puis, la porte d'entrée s'est ouverte, les valises ont été traînées sur le sol. Les rires ont résonné. Mes parents sont entrés les premiers, bronzés et suffisants, avec ma sœur juste derrière eux, son mari et ses enfants à sa suite. Ils se sont figés en me voyant assise à la table, la lettre devant moi. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère l'a saisie en premier, a parcouru les lignes, et est devenue rouge de colère. La mâchoire de mon père s'est serrée comme de la pierre. Le visage de ma sœur s'est tordu comme si elle venait d'avaler quelque chose d'amer. Puis les cris ont commencé. C'est notre maison. A hurlé ma mère en agitant le papier. Elle était confuse quand elle a écrit ce testament. A aboyé mon père. Tu sais qu'elle était vieille. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Tu ne peux pas être sérieuse. A lancé ma sœur, sa voix montant dans les aigus. C'est la famille. On ne met pas sa famille à la porte. Les cousins regardaient simplement, les yeux écarquillés, comme s'ils s'étaient retrouvés dans une pièce de théâtre pour laquelle ils n'avaient pas auditionné. Je n'ai pas bougé. Mon amie était assise à mes côtés, sirotant son thé lentement, regardant le cirque se dérouler. Ma mère a de nouveau jeté la lettre sur la table. Ingrate. A-t-elle craché. Après tout ce qu'on a fait pour toi, après t'avoir élevé, tu nous dois bien ça. Je l'ai regardé, calme comme de la glace. Non, je ne vous dois rien. C'est la maison de ma fille. Vous avez un mois. On aurait dit que j'avais mis le feu à l'endroit. Mon père est devenu violet. Ma sœur s'est mise à hurler sur la culture, la tradition, le respect. Ma mère pleurait sur la trahison. Les cousins ont de nouveau murmuré, reine du drame, comme si ce mot pouvait effacer l'encre sur le papier. Je suis resté ferme. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. Ils ont tout essayé, les supplications, les menaces, la culpabilisation. Ma sœur s'est penchée sur la table, furieuse, reprend ce papier. Déchire-le. Tu ne peux pas vraiment penser ce que tu fais. Si tu t'en soucies autant, ai-je répondu, laisse-les vivre chez toi. Et ça la calmait net. Cela a duré des heures. Accusation, porte claquée, visage rouge, larmes qui semblaient répéter. Mon ami n'a jamais quitté mon côté. Pas une seule fois. À un moment donné, mon père s'est penché vers moi,
la voix basse et venimeuse, tu le regretteras. Tu n'es toujours que la même ratée que tu as toujours été. J'ai souri, d'un air fatigué mais tranchant. Peut-être. Mais je suis la ratée qui vient de vous donner 30 jours pour trouver un nouvel endroit où vivre. Cela l'a fait taire, lui aussi. À la fin de la nuit, le vacarme s'était éteint. Mes parents se sont retirés dans leur chambre en marmonnant. Ma sœur a rassemblé ses enfants et est partie, furieuse. Je suis monté à l'étage, j'ai bordé ma fille dans son lit, et j'ai embrassé son front. Elle a bougé, a murmuré mon nom, et j'ai senti le poids changer de camp. Pour la première fois depuis des années, le pouvoir était mien. Il pensait posséder cette maison. Il pensait me posséder. Mais la vie était sur la table, l'horloge tournait, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Et je savais une chose en éteignant la lumière, il ne partirait pas tranquillement. Vivre avec mes parents après leur avoir remis un avis d'expulsion, c'était comme dormir avec des serpents dans le lit et prétendre ne pas les entendre siffler. La lettre était sur la table. Le temps passait. Mais il s'asseyait toujours dans la cuisine chaque matin, faisant s'entrechoquer les tasses et claquant les tiroirs, comme si le bruit pouvait changer la loi. L'atmosphère était empoisonnée. Mon père lisait le journal avec des soupirs exagérés, ma mère murmurait, ingrate, juste assez fort pour que je l'entende. L'air dans cette maison était pesant, m'écrasant ainsi que ma fille, jusqu'à ce que même respirer ressemble à un acte de défi. Et ma fille, encore endolorie par sa chirurgie, devait passer devant leur regard méprisant pour aller aux toilettes. 14 ans, en convalescence, et ils la regardaient comme si elle avait ruiné leur vie. Puis les publications ont commencé. Je ne les ai pas vues en premier. Ma cousine m'a envoyé des captures d'écran. Mes parents, souriant tristement à côté de cartons mis en scène près de la porte. Légende, mis à la porte par notre propre fille. Trahi. Devenu sans-abri. Sans-abri. Ils étaient assis dans ma cuisine quand ce message a été publié. D'autres messages ont suivi. Mon père perché sur les escaliers, l'air tragique. Ma mère serrant un album photo comme une veuve dans un mélodrame. Les légendes s'écrivaient toutes seules, nous lui avons tout donné. Elle ne nous a rien rendu. Et les commentaires affluaient. Tante, oncle, famille élargie, tous s'en prenaient à moi. Comment a-t-elle pu? Honteux. Ne sait-elle pas ce que signifie la famille? La famille. C'est ça. La même famille qui avait traité mon enfant de reine du drame pendant qu'elle se tordait de douleur. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Puis ma sœur est venue. Elle n'est pas entrée en trompe cette fois. Elle a frappé, mais l'expression sur son visage était tout aussi dure. Elle s'est assise en face de moi comme si elle était avocate et que j'étais en procès. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-elle dit. Tu as prouvé ce que tu voulais. Arrête avant que cela ne détruise tout. J'ai remué mon thé. Tout est déjà détruit. Tu es en train de déchirer la famille. J'ai ri, d'un rire sec et tranchant. Non, je refuse enfin de les laisser me déchirer, moi. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée, puis s'est ouverte à nouveau. Finalement, elle a dit, tu le regretteras. Probablement, ai-je répondu, mais je regretterai beaucoup plus de rester. Elle est partie dans un nuage de parfum et d'indignation, et pour une fois, je ne me suis pas sentie petite quand la porte a claqué. Pendant ce temps, les publications continuaient de se multiplier. Mes parents avaient transformé la maison en scène, jouant les victimes pour quiconque voulait bien regarder. Et ça marchait, du moins jusqu'à ce que je décide de parler. Je ne publie pas grand-chose. Je n'aime pas ça. Mais le silence a ses limites. J'ai pris leur selfie au bord de la piscine, celui où ils trinquaient à la paix sans la pathétique reine du drame, et je l'ai placé juste à côté de leur photo de victime sans abri. Puis j'ai écrit, pendant ses vacances en famille, ma fille de 14 ans s'est effondrée et a été transportée d'urgence à l'hôpital. On lui a diagnostiqué une appendicite. Cela aurait pu être mortel. Pas une seule fois mes parents ou ma sœur n'ont demandé comment elle allait. Pas une seule fois ils ne lui ont rendu visite. À la place, ils ont publié cette photo, se moquant d'elle en la traitant de reine du drame. Cette maison appartient à ma fille via le testament de ma grand-mère. J'en suis la tutrice. Je ne permettrai pas à des gens qui ont ri de sa douleur de continuer à vivre sous son toit. Voilà la vérité. Et j'ai cliqué sur « Publier ».
L'effet a été immédiat. Les notifications sur mon téléphone se sont arrêtées. Les commentaires se sont taris. Les parents qui criaient le plus fort n'avaient soudainement plus rien à dire. Le silence qui a suivi n'était pas lourd, cette fois. Il était propre. Mes parents n'ont plus rien publié. Les jours se sont étirés, tendus et amers, mais plus calmes. Les placards claquaient toujours, des murmures flottaient encore. Mais la représentation était terminée. Ils le savaient. À la fin des 30 jours, ils ont emballé leurs affaires et sont partis. Pas de discours. Pas de publication. Juste des cartons dans une voiture et une porte qui s'est refermée derrière eux. J'ai parcouru la maison après leur départ. Les pièces semblaient étranges sans leur vacarme, comme si les murs expiraient pour la première fois. À l'étage, ma fille était allongée sur son lit, son carnet de croquis sur les genoux. Elle a levé les yeux quand j'ai ouvert la porte. « Ils sont vraiment partis ?» a-t-elle demandé. « Oui, ai-je dit. Ils sont partis. » Elle a souri, d'un sourire fatigué mais sincère. On dirait que c'est déjà différent. C'était vrai. Pour la première fois, la maison n'était plus la leur. Elle n'était même pas la mienne. Elle était la sienne. Et elle était enfin libre. Après leur départ, ils n'ont pas exactement rebondi sur leurs pieds. Ils ont traîné leur carton chez ma sœur, s'entassant avec elle, son mari, et les cousins. D'après ce que j'ai entendu, c'était le chaos dès le premier jour. Trop de monde, pas assez d'espace, et son mari n'était pas ravi d'hériter soudainement de ses beaux-parents. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent. Disputes, portes claquées, commentaires acerbes. Quelques mois plus tard, ma sœur a fini par en avoir assez et les a mis dehors, eux aussi. Et avec ça, tout ce qui restait de leur relation est parti à volo. Aujourd'hui, on raconte qu'ils louent un minuscule logement bon marché à l'autre bout de la ville. On est bien loin de la maison qu'ils croyaient posséder autrefois. Et moi? Avec eux partis, la vie a changé du jour au lendemain. La maison est paisible. Ma fille a de l'espace pour guérir, pour rire, pour être simplement une adolescente sans qu'on se moque d'elle. J'ai même commencé à louer l'une des chambres d'amis, ce qui m'a permis de réduire mes heures de travail et de passer enfin mes soirées avec elle. Pour la première fois depuis des années, nous ne faisons pas que survivre. Nous vivons. Je n'ai pas parlé aux autres, et je n'en ai pas l'intention. Je reçois juste des nouvelles via des proches et, de temps en temps, une publication sur les réseaux sociaux. Alors dites-moi, pensez-vous que je suis allé trop loin ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner pour en voir plus.